Bonjour, un nouveau vidéo concernant le redressement avec redresseur commandé monophasé simple et double alternance. On commence par le redresseur simple alternance et un thyristor qui laisse ou bloque donc le courant débité par une source alternative vers une charge résistive. Comme la diode, le thyristor donc pour qu'il soit passant, il faut que le potentiel de l'anode soit plus élevé que le potentiel du cathode. En plus, un thyristor doit être amorcé pour qu'il entre en conduction. On l'amorce par une impulsion sur la gâchette. L'amorçage s'effectue avec un retard TR après chaque début de période T. TR multiplié par oméga donne alpha, donc nommé l'angle d'amorçage. Donc de 0 à alpha, donc le thyristor TH est bloqué. Donc I égale à 0. Donc Vs égale à 0 volts. Loi de May donc donne UTH égale VE. Θ entre alpha et pi, donc TH est passant. Il se comporte comme un interrupteur fermé. Déjà, on peut le considérer donc comme un interrupteur donc, électronique. Interrupteur fermé, donc la différence de potentiel UTH donc nulle. Donc Vs devient égal à VE et I égale VE sur R, donc, puisque la charge est résistive. Donc à pi, I s'annule quand VE passe par 0. Et l'annulation du courant donc, entraîne le blocage du thyristor. Le thyristor demeure passant tant que le courant est non nul et VA supérieur à VK. En effet, donc, le thyristor donc, il est passant, donc UTH est considéré pratiquement nul, c'est-à-dire donc il est négligeable, mais vraiment le thyristor, donc la différence de potentiel donc, au bord du thyristor, il est toujours donc légèrement positif, VA donc légèrement supérieur à VK. Il est de l'ordre donc de quelques dizaines de volts, donc 0,6 volts à peu près. Donc. Calcul de la tension moyenne. Comme d'habitude, on intègre la tension sinusoïdale sur l'intervalle de conduction, donc pour Vs donc non nul. Et on divise par la période. Ici, la période est de pi, et Vs égale Vmax sinus de θ, dans l'intervalle donc de alpha à pi. Donc Vs égale Ve, donc dans l'intervalle de alpha à pi. Donc V moyenne égale Vmax sur 2pi multiplié par la variation du primitif de sinus. Donc le primitif de sinus c'est moins cosinus entre alpha et pi, soit donc 1 plus cosinus alpha. Donc V moyenne égale donc Vmax sur 2pi fois 1 plus cosinus alpha. Donc la tension il est toujours donc positive. Le courant moyen, donc il suffit de diviser donc la tension par R. Valeur efficace donc de Vs, c'est donc racine carrée de la moyenne de Vs carré. En effet, donc la moyenne de Vs carré, donc je rappelle donc de nouveau que sinus carré de θ égale 1 moins cosinus θ sur 2 et que le primitif de cosinus de θ égale sinus de θ sur 2. Donc ce qui donne Vs efficace au carré égale Vmax au carré sur 4pi fois donc la variation de θ entre pi et alpha moins la variation de sinus de θ sur 2 entre pi et alpha. Après tout calcul fait, donc ça donne Vmax au carré sur 4pi fois pi moins alpha plus sinus de alpha sur 2. Donc sinus de pi donc égale à 0. Donc finalement, on obtient Vs efficace égale Vmax sur 2 fois racine de 1 moins alpha sur pi plus sinus de alpha sur 2pi. Même montage, juste on remplace donc la charge résistive avec une charge inductive. On sait que le courant inductif il est en retard par rapport à la tension, donc à θ égale pi, donc Vs égale Ve passe par 0, mais le courant il est non nul, donc le thyristor continue la conduction même avec Vs égale Ve négatif. Oui, le potentiel de l'anode il est négatif, mais ça n'affecte en rien le semi-conducteur, puisque donc la différence de potentiel entre A et K donc, est donc pratiquement nulle, mais réellement elle est donc de quelques dizaines de volts positive. Donc l'essentiel que c'est positif. Donc VA toujours supérieur à VK. Et le courant donc il suit l'équation différentielle. Donc L dI sur dt plus RI égale Vmax sinus oméga t. On a déjà donc résolu donc, cette équation dans des vidéos donc, précédentes. Si vous ne les avez pas donc suivis, c'est pas grave, donc on va les répéter, on va donc le répéter.
Donc, L di sur dt plus Ri égale sinus oméga t. Donc, I égale donc IP, donc solution particulière, plus IH, solution homogène. On a une fonction donc sinusoïdale, donc la solution particulière, donc IP doit être donc de la forme A sinus oméga t plus B cosinus oméga t. On place cette solution dans l'équation et on identifie donc A et B. Donc on aura L fois, donc entre parenthèses, A oméga cosinus oméga t moins B oméga sinus oméga t, plus R fois, donc entre parenthèses, A sinus oméga t plus B cosinus oméga t, égale donc V max fois sinus oméga t. On obtient donc mélange de termes en sinus avec d'autres donc en cosinus. On les sépare, on aura donc moins B L oméga, donc sinus oméga t, plus AR sinus oméga t, plus V max sinus oméga t. La fonction sinus donc de part et d'autre, donc on se débarrasse donc d'elle et voilà, donc on obtient AR moins B L oméga égale V max. Et de même pour les termes en cosinus, donc AL oméga cosinus oméga t plus BR cosinus oméga t égale à 0. Et voilà donc AL oméga plus BR égale 0. Système de deux équations. Donc, de la deuxième, on déduit que B égale moins AL oméga sur R et on substitue donc dans la première. On obtient finalement donc A égale R V max sur R carré plus L oméga au carré et B égale moins L oméga donc V max sur R carré plus L oméga au carré. Donc, R carré plus L oméga au carré, ça me rappelle donc quelque chose. Donc, le carré de l'amplitude de l'impédance. La charge est une inductance L en série avec une résistance R, donc Z égale R plus G L oméga. Donc d'amplitude racine carrée de R carré plus L oméga carré. Et R sur Z, c'est cos de l'argument, donc c'est cosinus de l'argument phi. Et L oméga sur Z, donc c'est sinus de phi. Donc d'où A égale V max sur Z fois cosinus phi et B égale moins V max sur Z fois sinus phi. Et la solution particulière, donc IP, donc devient égale à V max sur Z cosinus phi fois sinus oméga t moins sinus phi fois cosinus oméga t. Donc, en tenant compte donc, de la règle cos, donc cosinus A plus B égale cosinus A fois sin B, donc plus cosinus B fois sinus A. Et que cosinus de moins phi donc égale cosinus phi et sinus de moins phi donc égale moins sinus phi. Donc la fonction cosinus elle est paire et la fonction donc sinus elle est impaire. Donc I de P devient donc V max sur Z fois donc sinus oméga t moins phi. Il reste donc la solution homogène, donc la solution de l'équation sans second membre. Donc solution de L dIH sur dt plus R IH égale 0. Donc dIH sur IH donc égale à moins R sur L fois dt. Donc le primitif donc sera donc logarithme népérien de IH est égal à moins R sur L donc fois t plus constante. Donc on applique l'exponentielle donc de part et d'autre et on obtient donc IH égale lambda fois exponentielle moins R sur L fois t, donc avec lambda une constante. Donc I égale V max sur Z sinus oméga t moins phi plus lambda exponentielle moins R sur L fois t. L'identification de lambda donc demande de retour aux conditions initiales. À l'instant d'amorçage, donc alpha sur oméga, on a I égale 0 ampère. Donc V max sur Z sinus donc de alpha moins phi plus lambda exponentielle moins R fois alpha sur L oméga égale 0. Donc lambda égale V max sur Z fois sinus phi moins alpha fois exponentielle de R alpha sur L oméga. On note donc que sinus de phi moins alpha, c'est moins sinus de alpha moins phi. Donc, puisque sinus, c'est une fonction donc impaire, donc I égale V max sur Z fois, donc entre parenthèses, sinus de θ moins phi plus sinus de phi moins alpha exponentielle R sur L oméga fois alpha moins θ. Pour V moyen, donc on intègre entre alpha, donc angle d'amorçage, et bêta, angle d'annulation de courant et blocage du thyristor. Donc, et on divise puis donc on divise par 2pi. Donc on obtient donc V moyenne égale V max sur 2pi fois cosinus alpha moins cosinus bêta.
La tension efficace, donc maintenant, donc bien sûr, la différence par rapport par rapport au montage avec charge donc résistive, c'est que l'intégration se fait entre alpha et bêta au lieu de pi. C'est pourquoi on obtient Vs efficace égale Vmax sur 2 racine carrée de bêta moins alpha sur pi plus sinus de alpha moins sinus de bêta sur 2 pi. On aborde donc les redresseurs double alternance par le montage avec transformateur à point milieu. On suppose que L est suffisamment grande pour négliger les ondulations du courant. Θ entre alpha et pi plus alpha, donc TH1 passant et TH2 bloqué. À pi, TH2 peut conduire s'il reçoit donc une impulsion sur la gâchette, mais pas d'impulsion et le courant traversant donc TH1, il est non nul. Donc rien ne bloque TH1, même avec potentiel donc négatif sur la note. Donc de alpha à pi plus alpha, donc UTH1 égale 0 volts, puisque TH1 il est passant. Donc Vs égale V1. Et UTH2 égale V1 plus V2, pratiquement donc 2 fois V1. ITH2 égale 0 ampère, ce qui implique donc ITH1 égale donc I. Donc résultat du loi du nœud appliqué au cathode commun. À θ égale alpha plus pi, donc une impulsion frappe la gâchette de la gâchette de TH2 et le thyristor TH2 s'amorce. Donc le potentiel positif se propage via TH2 pour arriver au cathode de TH1 et avec la note le potentiel de la note négative, VA devient inférieur à VK et TH1 se bloque. Voilà, donc TH2 devient passant et TH1 bloqué. TH2 passant et TH2 devient égal à 0 volts. Donc Vs égale moins V2 et UTH1 égale 2V1. ITH1, puisque TH1 devient bloqué, donc ITH1 égale 0 ampère, ce qui donne ITH2 égale I. Les thyristors laissent passer les courants à mi-temps. ITH moyen, que ce soit ITH1 ou ITH2, ITH moyen égale I sur 2. Et le thyristor bloqué subit en inverse une tension maximale égale à 2 fois V max. V moyen, le calcul de V moyen, avec une période pi et intervalle de conduction de alpha à pi plus alpha et avec cosinus de pi plus alpha égale moins cosinus alpha. Donc tout ça donne de la tension moyenne, V moyenne égale Vs moyen, égale 2V max sur pi fois cosinus alpha. Cosinus alpha qui devient négatif à alpha supérieur à 90 degrés. On peut obtenir des tensions négatives. Des tensions négatives, ça veut dire qu'on peut commander un moteur à courant continu dans les deux sens de rotation. Concernant les tensions efficaces, Vs carré égale VE carré. Ce qui implique que Vs efficace égale VE efficace égale Vmax sur racine de 2. Le pont de Graetz, tout thyristor, θ entre alpha et pi plus alpha, c'est-à-dire pendant l'alternance positive de VE. Et après, les impulsions simultanées sur les gâchettes de thyristor, TH1 et TH4. Ces deux thyristors sont passants et TH2 et TH3 sont bloqués. Loi des mailles, moins UTH1 moins VS moins UTH4 plus VE égale à 0. Pour TH1 et TH4, passante. TH1 et TH4 passante, ça donne UTH1 égale UTH4 égale 0 volts. Vs va être égal VE. Et loi des mailles, de nouveau, moins UTH3 moins VE plus UTH4 égale 0 volts, implique que UTH3 égale VE, de même pour UTH2. Loi du nœud, I égale ITH1 plus ITH2, c'était du côté cathode commun. Et du côté anode commun, on a I égale ITH3 plus ITH4.
Donc les thyristors bloqués, donc TH2 et TH3, donc ITH2 égale ITH3 égale 0 ampère, donc ITH1 égale ITH4 égale I. À θ égale pi plus alpha, c'est-à-dire donc pendant l'alternance négative de VE, donc le potentiel négatif donc sur l'anode de TH1 est positif sur le cathode donc de TH4. Donc et le courant qui les traverse donc le courant qui les traverse donc il est non nul. Donc Aθ égale pi plus alpha, donc deux impulsions sur les gâchettes donc de TH2 et TH3, et ces deux derniers donc s'amorcent, donc devient passant. Donc le potentiel positif se propage via TH2 et s'applique au cathode de TH1 avec donc l'anode donc négatif, là dans l'anode le potentiel de l'anode donc négatif, là donc TH1 se bloque puisque donc VA devient donc inférieur à VK, donc TH1 se bloque. Et de même pour TH4, le potentiel négatif se propage donc via TH3 et s'applique sur l'anode de TH4. Donc avec donc le potentiel du cathode positif, donc TH4 donc se bloque. TH2 et TH3 donc passant et TH1, TH4 donc bloqués. Donc loi d'Emaille donc moins UTH2 moins VS moins UTH3 moins VE égale à 0. Donc UTH2 égale UTH3 égale 0 puisque donc TH2 et TH3 sont passants. Donc VS égale moins VE. Deuxième maille, donc moins UTH2 plus UTH1 moins VE, donc égal à 0. Donc UTH1 égale VE. Les lois du nœud donc donnent UTH2 égale UTH3 égale I, puisque donc UTH1 est égal donc UTH4 égale 0 ampère, donc ces thyristors sont bloqués. La forme d'onde de Vs est semblable avec celle du montage précédent. Donc, on obtient les mêmes résultats, soit donc la tension moyenne V moyenne donc égale 2 Vmax sur pi fois cosinus alpha et Vs efficace égale Vmax sur racine de 2. Donc, et le thyristor donc bloqué donc subit en inverse une tension maximale égale à Vmax. Le thyristor donc conduit à mi-temps, donc le courant moyen donc ITH égale I sur 2. Pont de Graetz mixte symétrique, donc symétrique parce qu'on a donc un thyristor et une diode donc sur chaque bras du pont. Donc θ de alpha à pi, donc VE positif, P2 passante et TH1 donc passant après une impulsion sur la gâchette. Donc TH2 et D1 donc bloqués. Loi d'Emaille donne moins UTH1 moins VS moins UD2 plus VE égale à 0 avec UTH1 égale UD2 égale à 0 volts. On aura donc Vs égale VE et sur une autre maille donc on a moins UD1 moins VE plus UD2 égale à 0 volts. Donc UD2 nul, donc UD1 égale moins VE. Loi du nœud, donc I égale ITH1 plus ITH2 égale ID1 plus ID2. Donc D1 et TH2 bloqués, donc ITH1 égale ID2 égale I. Donc puisque donc D1 et TH2 donc bloqués, donc ID1 égale ITH2 égale à 0 ampère bien sûr. À θ égale pi, donc VE devient négatif. Donc D1 et D2 a un autre commun avec potentiel de D1 négatif et celui de D2 donc positif. D1 se met à conduire et D2 il est bloqué. TH2 donc encore non amorcé, donc TH1 demeure passant et voilà donc la charge elle est pratiquement donc court-circuitée. Donc Vs égale 0 volts et on se trouve donc dans une phase de roue libre et ITH1 égale ID1 égale I. Donc pour donc, la diode bloquée, donc loi de May donc, montre qu'elle est donc exposée à VE. Quant à VTH, UTH2, donc il est égal à moins VE. La phase donc de roue libre donc prend fin à θ égale pi plus alpha quand TH2 donc s'amorce donc et le potentiel positif donc trouve chemin vers donc le cathode de TH1 avec un potentiel donc négatif sur l'anode donc TH1 donc se bloque. Quant à D1 donc il est passant jusqu'à la fin de l'alternance négative de VE.
Donc TH2 et D1 sont passants, TH1 et D2 donc bloqués. Donc du loi d'Emaille, on déduit que Vs égale moins VE et que UD2 égale UTH1 égale VE. Et du loi du nœud, on déduit que UTH2 égale ID1 égale I. Entre 2pi et 2pi plus alpha, donc une deuxième phase de roue libre, donc cette fois avec TH2 et D2 donc passante, donc Vs égale 0 volt, UD1 égale moins VE et UTH1 égale VE. Donc ITH2 égale ID1 égale à 0 ampère. Donc cette phase prend fin donc par l'amorçage de TH1 et ainsi de suite. La forme d'onde de Vs me rappelle celle du redresseur simple avec charge résistive avec période de pi. Donc la tension moyenne sera le double, c'est-à-dire Vmax sur pi fois 1 plus cosinus alpha. Et Vs efficace égale Vmax sur racine de 2 racine de 1 moins alpha sur pi plus sinus de alpha sur 2pi. Donc l'utilisateur bloqué subit en inverse une tension maximale égale à Vmax et les courants moyens traversant l'utilisateur et les diodes égale à I sur 2. Pont de Grates mixte asymétrique. On a deux thyristors sur un bras et deux diodes sur l'autre. θ entre alpha et pi, TH1 et D2 passants. TH2 et D1 bloqués. Vs égale VE. UTH2 égale UD1 égale moins VE. Et ITH1 égale ID2 égale I. ITH2 égale ID1 égale 0 puisqu'ils sont bloqués. Aθ égale pi, D1 se met à conduire, ce qui laisse un potentiel positif arrivé au cathode de TH1, dont le potentiel d'anode est négatif, ce qui entraîne le blocage de TH1. On a TH1 bloqué et TH2 non amorcé, la liaison entre source et charge elle est coupée. Le courant inductif tend à décroître. Donc dI sur dt négative au bord de la bobine. On aura une surtension avec polarité inversée. LDI, la surtension, LDI sur dt. Impose un potentiel positif à l'anode de D2 et un potentiel négatif au cathode de D1. Les deux diodes conduisent conduit le courant inductif. On se trouve dans une phase de roue libre. Phase de roue libre, Vs égale à 0 volt, UTH1 égale VE et UTH2 égale moins VE. ID1 égale ID2 égale I. UTH2 égale moins VE, positif. Il n'attend qu'une impulsion sur la gâchette pour s'amorcer, ce qui arrive à pi plus alpha. À pi plus alpha, TH2 s'amorce et impose un potentiel négatif sur l'anode de D2 qui se bloque. TH2 et D1 passant, TH1 et D2 bloqués, Vs égale moins VE, UTH1 égale UD2 égale VE et ITH1 égale ID2 égale 0 ampère, ITH2 égale ID1 égale I. Θ égale 2pi, alternance positive de VE. D2 passant bloc TH2 et isole la charge de la source. Les deux diodes assurent la circulation du courant inductif, une nouvelle phase de roue libre. Pour ce montage, c'est les diodes qui conduisent pendant les phases de roue libre. Le rapport cyclique des diodes il est égal à pi plus alpha sur 2pi et celui des thyristors égal pi moins alpha sur pi. Le courant moyen traversant le thyristor, ITH moyenne égale pi moins alpha sur 2pi fois I. Et le courant moyen traversant les diodes, ID moyenne égale pi plus alpha sur 2pi fois I. La tension moyenne, V moyenne égale Vmax sur pi fois 1 plus cosinus alpha et Vs efficace égale Vmax sur racine de 2 fois racine de 1 moins alpha sur pi plus sinus de alpha sur pi. Les semi-conducteurs bloqués subissent son inverse, une tension maximale égale à Vmax.
Et voilà, donc on arrive à la fin de ce vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de réagir. Donc merci donc pour votre attention et à la prochaine.